Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission qui va être en grande partie dédiée au Tour des Flandres qui s'est déroulé aujourd'hui. Et pour débriefer la course, j'ai avec moi Théo Bonsoir tout le monde. et Greg. Bonsoir tout le monde. Alors messieurs, on a vécu une course quand même assez intéressante je trouve. Et Greg, j'avais envie de te lancer par une question un peu toute bête. Est-ce que pour toi c'est tout simplement le plus fort, c'est-à-dire Casper Asgreen qui s'est imposé aujourd'hui? Oui, enfin, vu les circonstances de cours, je pense qu'on y reviendra, même si la victoire eh bien, est peut-être un peu surprise vu le sprint face à Van Der Poel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient misé plutôt sur Van Der Poel. Mais c'est vrai que si on regarde finalement enfin, voilà, l'état dans lequel finit Van Der Poel, enfin, il y a rien d'autre à dire, hein. Finalement, c'est Asgreen qui semble qui est le plus fort aujourd'hui. Je veux dire encore aujourd'hui parce qu'il fait quand même une sacrée saison de Flandrienne. Donc après, on reviendra sur toutes les circonstances de course, mais je pense que voilà, il n'y a aucune contestation possible. On reviendra peut-être aussi sur les différents états de forme Hmm. des différents favoris. Mais c'est vrai que c'était, comme tu l'as dit, c'est vraiment une édition très intéressante. Il y a eu pas mal de suspense jusqu'au bout. Mais c'est vrai, Théo, quand on regarde le sprint, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que bon, on s'aperçoit que Van Der Poel, il avait pas les mêmes jambes hein, dans le final que lorsqu'il est sorti dans le vieux Quarmont. Mais tu as l'impression qu'il a tout misé sur un sprint le plus court possible pour justement ne pas avoir cette panne de jambes qu'il a eu dans les derniers mètres. Oui, ça avait été un peu aussi analysé par Jalabert en direct. Il avait vraiment un braquet très souple. Enfin, il emmenait pas beaucoup, donc il pouvait accélérer très vite. Et je pense que peut-être même inconsciemment, il a rejoué le sprint de l'an dernier où Van Aert avait vraiment attendu très longtemps. Et là, Asgreen, bon, peut-être encore plus que Van Aert, il sait qu'il a absolument pas la capacité de suivre Van Der Poel sur la giclette, même s'il est plus fort. Il est lancé à 250 mètres. Et on l'a vu, le sprint surtout, on a eu un très beau, un sprint vraiment très bien filmé avec un passage vu d'hélico et ils sont revenus de face à la fin. Je trouvais ça très bien. On voit que Asgreen lance, donc il remonte un peu Van Der Poel. Ensuite, Van Der Poel sur sa giclette reprend un petit peu d'avance, sauf qu'on voit il a absolument pas, il avait plus les jambes et les cannes pour tenir sur le long terme. Et il termine à 6-7 mètres. Je trouve que plutôt que Van Der Poel qui a mal joué, je pense que c'est Asgreen qui était sûr de sa force en fait. On a beaucoup à être un peu surpris de sa tactique dans le final, mais je pense qu'il savait qu'il était plus fort. Et qu'en lançant le sprint de loin, bah, il avait le moyen d'asphyxier Van Der Poel, et c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que Asgreen, Greg, il est quand même assez impressionnant quand tu te refais le film un peu de la course du jour. Il y a ce groupe à un moment où il y a Alaphilippe, tous les cadors devant, et c'est Asgreen justement derrière qui fait l'effort pour rentrer. On l'a vu rouler dans je me rappelle plus quel mont, mais là aussi il fait des efforts. Donc quand tu vois tout ça, tous ces efforts justement comme je le disais qu'il a fait, est-ce qu'on peut se dire qu'il était vraiment tout simplement au-dessus du lot dimanche, ce dimanche quoi? Les deux ont fait beaucoup d'efforts et ont été assez impressionnants parce que, faut être honnête, hein, celui dans les monts pavés qui était le plus impressionnant et le plus offensif, c'était Van Der Poel. Hein, ces démarrages ont à chaque fois quasiment fait la différence. On a bien vu que les autres favoris, les Van Aert ou les Alaphilippe, ils n'ont jamais pu suivre. Et finalement, c'est Asgreen voilà, qui a profité de lui. Il a attaqué, alors visiblement, d'après ce qu'on a pu lire, il y a Alaphilippe qui a plus ou moins fait signe à Asgreen que ça allait être compliqué pour lui. Donc, ils ont profité de la supériorité numérique Quick Step, encore une fois, eh ben, ça marche. Évidemment, tactiquement, ça leur donne un avantage. Donc, il a pu placer une attaque. Et évidemment, le sprint, comme tu as dit, on voit quand même Van Der Poel, enfin, il est mort. Il arrête même de sprinter à quelques mètres de la fin, tellement il est cramé. Et c'est vrai que ça s'est d'ailleurs plusieurs fois qu'on voit que la gestion des efforts, autant il peut être impressionnant, autant au bout de trois quatre gros démarrages, eh ben oui, forcément, au bout d'un moment, c'est plus compliqué. Hmm. C'est vrai que c'était plus compliqué. Alors il y a un coureur sur lequel je voudrais revenir parce que on en a pas mal parlé depuis le début de saison et on a l'impression qu'il, entre guillemets, revient dans une forme de normalité. Théo, c'est Wout van Aert qui est passé d'un coureur de classique à un coureur assez complet, comme on l'a vu sur Tirreno Adriatico, où il était assez impressionnant, pour pas dire plus en montagne. Mais on a l'impression qu'il s'est un peu transformé en diesel, en fait, et que du coup, les progrès qu'il a effectués en montagne, au final, il les paye sur des courses comme le Tour des Flandres, où il faut vraiment beaucoup d'explosivité. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est pas rassurant d'un côté de voir que Wout van Aert n'est pas si mutant que ça, entre guillemets?
Bah, c'est sûr que c'est rassurant de voir que c'est compliqué de gagner à la fois des sprints massifs en World Tour, de faire des top 10 à la pédale sur des étapes de montagne et d'être performant sur les classiques. Après, oui, Van Aert semble manquer un petit peu d'explosivité cette saison, mais après, on n'a pas eu forcément enfin, je pense que c'est compliqué de tirer des conclusions définitives. L'an dernier, il était déjà très polyvalent et c'était l'un des seuls à avoir pu suivre Alaphilippe dans le Poggio. Euh, cette année, peut-être qu'en fait, ce qui lui manque, c'est simplement de la forme, hein. Il est rentré, il a fait sa rentrée seulement au Strade Bianche, peut-être qu'il s'est un peu loupé dans sa préparation. On voit que quand il se fait distancer dans le Paterberg à 11 km de l'arrivée, c'est pas juste qu'il n'a pas le punch pour suivre, c'est qu'il explose complètement parce qu'il était mort. Alors, peut-être qu'il est mort parce qu'effectivement, bah, il récupère moins bien des différentes accélérations que Mathieu Van Der Poel et il était moins fort que Asgreen, mais peut-être aussi que bah, il a tout simplement un peu mal géré sa course. J'ai souvenir à plusieurs moments où bah, c'est Van Aert qui, comme si c'était le coureur le plus fort de la course, qui bouche le trou entre plusieurs groupes. J'ai trouvé qu'il avait fait pas mal d'efforts avant la ligne d'arrivée avant enfin, le moment décisif. Alors, ouais, je suis d'accord, il semble un peu plus normal qu'à certaines périodes. Mais je pense que c'est quand même une course sur laquelle il pourra un jour gagner, quoi. Oui. Euh, je pense qu'il même il l'a montré aujourd'hui, même en étant complètement mort et pendu, ben, quand il se fait rattraper, il n'est pas non plus totalement à la masse. Alors il gagne pas parce que oui, il a dépensé trop d'efforts, il a fait dépenser trop de force auparavant, mais il fait quand même un top 10. Donc c'est une déception pour lui, mais je pense que bon, voilà, ça montre que peut-être un jour ça lui sourira, quoi. Mais Et Greg, pour finir sur euh, Van Aert, est-ce qu'il n'est pas aussi victime de la faiblesse de son équipe, entre guillemets? Autant la Jumbo est impressionnante sur les courses par étapes, mais là, il a été très très vite esselé, et Théo disait à juste titre qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais est-ce qu'il lui manque pas justement, bah, par exemple, un Tony Sen hein, qui est blessé, ou un coureur capable de l'aider, de lui boucher les trous pour faire moins d'efforts et être peut-être avoir peut-être plus de jus dans le final d'une grande classique? ouais, il a eu par exemple Van Hooydonk, je crois, sur Game. Après, c'est vrai que enfin, ça sera de toute façon très difficile de rivaliser avec la Quick Step. Ça me paraît quasiment impossible. Que ce soit pour lui ou pour Van Der Poel. Collectivement, c'est la Quick Step qui restera la plus forte. Alors, c'est vrai que ça peut lui manquer d'avoir un appui solide et ça pourrait mettre des jeux tactiques. Mais je voudrais aussi revenir sur le fait que c'est aussi compliqué d'être archi favori. Que ce soit pour Van Aert, Van Der Poel ou Alaphilippe, ben on l'a vu finalement sur les deux premiers monuments, que ce soit à San Remo ou ici sur les Flandres, eh ben, ils ne les ont pas gagnés, alors que c'était, enfin, chez les pronostiqueurs et nous-mêmes, hein, c'était les trois noms qui revenaient très largement. Comme quoi, je pense, et comme l'a dit Théo, il est souvent revenu sur les coups tout seul, il prend souvent beaucoup de responsabilités et être le grand favori d'une course, comme peuvent l'être Alaphilippe, Van Aert ou Van Der Poel, ben c'est pas facile parce que souvent, évidemment, les autres vous laissent bosser, vous regardent et que c'est voilà. Enfin, je pense que enfin, c'est aussi une des raisons tactiques, hein, c'est que finalement, on voit que c'est peut-être des coureurs, d'excellents coureurs, Steven sur San Remo ou Asgreen ici aujourd'hui. Oui, c'est des coureurs qu'on attendait, mais quand même un cran derrière les trois grands favoris. Alors messieurs, je voulais aussi vous parler des Français, parce que c'est Laurent Jalabert l'a dit pendant le direct ou Alexandre Pasteur, je sais plus. On a l'habitude de subir un peu sur le Tour des Flandres, hein. Rappelons-le, il n'y a que trois tricolores, je crois, qui se sont imposés depuis la première édition de la course. Et bah, justement, nos Français, ils ont fait plaisir aujourd'hui, que ce soit bah, Julien Lafilippe, hein, forcément, même s'il a craqué dans le final, mais aussi Anthony Turgis, Florian Sénéchal ou Christophe Laporte. Et Théo, je voudrais commencer avec Anthony Turgis a semblé très costaud, mais quand je me suis vraiment focalisé pas mal sur lui. Et j'ai l'impression qu'il est toujours un peu à contre-temps et qu'il fait peut-être des efforts un peu inutiles. Est-ce que tu as trouvé toi aussi qu'il en fait un peu trop? Parfois, je pense à un moment où il se retrouve piégé avec Van Aert et Van Der Poel et c'est le seul à rouler avec eux en fait. Et je me suis dit, bah pourquoi tu fais ça du coup? Et reste dans les roues, économise-toi, t'as l'air très fort. Et bah, je voulais savoir si tu avais un peu le même sentiment par rapport à sa manière de courir aujourd'hui.
Oui, en fait, Turgis, il a couru vraiment comme si c'était un favori aujourd'hui. Et il était très costaud et il n'a pas réussi à anticiper. Il était toujours à contretemps. Après, c'est difficile de savoir quoi faire. Effectivement, je pense que tu parles du moment vers 40 km de l'arrivée où il y a un groupe avec Sénéchal, Laporte, Alaphilippe devant et Van Der Poel et Van Aert piégés et il a roulé avec eux. Et je pense que là, c'était une erreur. Mais après, plusieurs fois, on a vu que enfin, il a réussi à revenir tout seul sur le groupe de costauds devant avec Alaphilippe, Van Der Poel, Van Aert, Marco Haller et Dylan Teuns, tout seul. Il se sentait vraiment, vraiment très, très fort et je pense qu'il avait un peu peur de gâcher sa course. Toujours est-il que bah, ça fait 2 Tours des Flandres où on voit un Anthony Turgis qui fait partie des allez, 5 meilleurs coureurs. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'était peut-être le quatrième meilleur coureur Oui, oui, derrière, je pense. derrière Van Der Derrière Poel, les Van Asgreen Aert, et Van Aert aussi. Euh, Peut-être même qu'il était du niveau de Van Aert, hein, parce que bon, quand le moment décisif de l'attaque d'Asgreen, Turgis il se fait piéger, mais il se fait pas piéger à la pédale. Euh, donc on saura pas. Après, on peut toujours se dire qu'il est jeune et que voilà, c'est prometteur pour l'avenir. Après, il faut savoir saisir les occasions quand elles arrivent, hein. Mais peut-être que un peu comme Van Aert, le problème de Turgis, c'est son équipe. S'il était dans un collectif comme la de Quenin, qui pourrait se permettre de faire des erreurs tactiques en fait. oui. Euh, mais c'est quand même très encourageant. Il fait encore un top 15 sur une course d'un jour. À voir maintenant la suite de son année. Est-ce qu'il va réussir à être en forme pour le championnat du monde des Paris-Roubaix? C'est peut-être vers les seules courses qui correspondent vraiment pleinement à son profil. Et ce serait bien qu'il gagne aussi parce qu'il est très souvent placé, mais il gagne pas très souvent. Mm. Après, je trouve que c'était le Français le plus en forme, mais il y en a eu d'autres qui ont été pas mal. J'ai bien aimé la course de Christophe Laporte. Qu'est-ce que tu en as pensé, Greg? C'est vrai, on l'a vu, hein, c'était plutôt une agréable surprise, de voir plutôt toujours bien placé, lui, pour le coup. Bon, on a vu déjà à travers la Flandre qu'il était plutôt en forme, puisqu'il fait deuxième. Donc oui, on l'a vu, alors que c'est peut-être, enfin, c'est pas tellement lui qu'on attendait, je pense, chez Cofidis, hein, depuis sur ces courses-là. Donc ça, enfin, à suivre s'il peut confirmer. Mais tu as raison, c'est vrai que c'était aussi une bonne surprise de le voir à l'avant aussi longtemps parmi les Français. Alors je vous propose, messieurs, maintenant de parler un peu des déceptions. On va mettre de côté Julien Alaphilippe parce qu'on en a déjà parlé. Il y a des coureurs, je trouve, qui ont eu vraiment du mal aujourd'hui, hein. Par exemple, je voudrais citer Oliver Nassen qui n'a pas du tout semblé dans le coup, qu'on a trouvé assez loin. Finalement, Peter Sagan, que certains voyaient assez bien suite à sa victoire en Catalogne, si je ne me trompe pas, il a aussi souffert. Il finit à un peu plus de 2 minutes. Un Nils Politt qu'on avait vu très brillant sur une campagne flandrienne, pardon, a du mal à confirmer. Est-ce que vous êtes déçu par ces coureurs? Moi, je suis pas forcément déçu parce que je les attendais pas vraiment. Ils n'avaient pas montré qu'ils étaient vraiment, vraiment au-dessus et les seconds couteaux qui semblaient les plus en forme, c'était Sénéchal et Van Barg et ils ont pas déçu, mais ils ont pas su performer non plus. Pour revenir sur le cas particulier de Sagan, je pense qu'on l'a peut-être un peu vu trop beau après sa victoire en Catalogne. Ils sont très bons rondes, sont très bons Milan-San Remo. Il faut se rappeler que dans le Podio à San Remo, il est quand même assez loin. Que la victoire en Catalogne, c'était très costaud, mais bon, c'était un sprint en montée. Il a eu le Covid en début d'année. Je pense que pour une course comme le Tour des Flandres, où il faut répéter des efforts très intenses. Alaphilippe le disait, c'est peut-être la course la plus exigeante de l'année, parce que vraiment, ce type d'efforts, c'est des efforts qui sont très très difficiles à récupérer et plus brutaux en fait que les efforts de Roubaix. Je pense que Sagan, il pouvait pas faire grand-chose aujourd'hui, et finalement, il termine dans le top 15, je crois, ce qui est plutôt une bonne place vu son niveau. Je pense que le report de Paris-Roubaix, c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que s'il aurait été, à mon avis, mieux sur Paris-Roubaix, il aurait eu du mal à vraiment jouer la gagne. Mais je pense que Peter Sagan, avec cette fin de saison qui mêle championnat du monde et Paris-Roubaix, il va peut-être trouver un moyen de se motiver Mm. parce qu'on sait que c'est peut-être un peu ça
qui lui manque à Peter Sagan, la flamme, la passion. Je pense que la perspective d'avoir un quatrième maillot de champion du monde ou de gagner au Roubaix à nouveau, ça peut le motiver à faire un très bon été pour arriver en forme en septembre. Alors, il y a un coureur grec qui a fini une place assez anonyme, hein, mais c'est tout sauf une déception parce que c'est un très jeune coureur et il débute chez les pros, c'est Tom Pidcock. Il finit 41e, mais il s'est montré. On sent qu'il manque un peu de puissance parce je pense qu'il y a un déficit de poids et du coup c'est plus compliqué dans les monts. Mais qu'est-ce qu'il est impressionnant sur chaque course à laquelle il prend part. Au final, il est acteur. Bon, il a un peu disparu dans le final, mais que de belles promesses, je trouve, pour le jeune Britannique. Tout à fait, on l'avait déjà vu sur l'Estrade Bianche où il fait cinquième, et c'est vrai, quand on le regardait un peu, alors évidemment, tu l'as dit, il doit faire moins de 60 kilos, c'est un tout petit gabarit comparé aux autres. Au moment où on l'a vu à côté de Marco Haller, il y avait une sacrée différence entre les deux. Donc évidemment, sur les pavés, forcément, il était un peu plus en difficulté que les autres, mais tu l'as dit, il a seulement 21 ans. Et je pense voilà, on a vu après essayer d'aider son coéquipier Van Barle. Et donc, c'est certainement un coureur à suivre, ne serait-ce cette année ou même les années suivantes. Parce que sur des courses où peut-être il y aura un profil, voilà, peut-être un peu plus facile, ou qui lui correspondront plus, je pense qu'il va être très très fort. Alors pour faire le lien avec l'autre course du jour, Théo, il y a un coureur français qui avait choisi de zapper justement ce Tour des Flandres pour aller se rassurer sur la route Tourangelle, hein, un peu comme l'avait fait Elia Viviani la semaine dernière à Cholet-Pays de Loire. C'est Arnaud Desmar et Paris gagné pour le champion de France qui s'est imposé assez largement, il faut le dire, devant Nasser Bouhanni et Marc Sarrault. Oui, alors juste si tu me permets juste de revenir un tout petit peu sur le Tour de Flandre, il me semble qu'on n'a pas parlé de Van Avermaet. Euh, Ouais, et bon, il fait quand même un podium alors que il a vraiment maximisé ses possibilités. Et ça me fait plaisir pour Agilzer Citroën qui a fait une campagne de classique un peu décevante. Van Avermaet, c'était clairement pas le troisième coureur le plus fort aujourd'hui. Mais pour une fois, bah, il a bien joué tactiquement. Il est sorti du groupe de contre au moment où ça commençait à se regarder un petit peu. Et il a réussi à tenir jusqu'au bout. Donc ben, bravo à lui. Je pense qu'il pouvait pas chercher quelque chose de mieux. À voir maintenant comment tout ce groupe de Flandriens se remobilise si AG2R Citroën pour le reste de la saison. Et pour revenir sur la route Tourangelle, ouais, super victoire d'Arnaud Demar. Un sprint un peu bizarre sur la route Tourangelle qui a l'air peut-être en faux plat descendant. Donc les coureurs arrivent avec beaucoup de vitesse, mais il a vraiment eu aucune difficulté à s'imposer dans un sprint plutôt propre. Là où ça peut être vraiment positif et encourageant pour lui, et à la fois un peu négatif, c'est que son équipe n'était pas du tout là dans le final. Konovalovas a été lâché à une quinzaine de bornes de l'arrivée, je crois. Bah, il n'était pas du tout entouré par son train, dans un final très tortueux, et il a réussi à se placer au bon endroit. Alors la retransmission vidéo était pas top, mais bon, les virages étaient scabreux, et il n'a pas perdu les roues, alors que c'est un peu sa spécialité. Donc du bonus, ça fait plaisir, et le compte Twitter de la Groupama a montré un passage de Madio et Madouas et Stéphane Kung, pardon, qui regarde l'arrivée. Madio, quand il voit que des Margagne, il fait euh, elle va faire du bien celle-là. Et c'est vrai que, bon, à part la victoire de Godu, il n'y avait pas de victoire cette année. Pour la Groupama, c'est un peu la soupe à la grimace sur tous les fronts. Madoua, c'était pas mal aujourd'hui au Tour des Flandres, mais il a craqué dans le final, il termine très loin. Donc voilà, Arnaud Démare qui va peut-être repartir sur les mêmes standards que l'an dernier. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. ouais, parce que tu parlais de plaisir, hein. On le sait tous, il y a de nombreux fans de la groupe AMFDJ sur le forum, et c'est vrai que c'était un peu, et on les comprend, hein, la soupe à la crimace depuis le début de l'année. J'imagine qu'ils ont retrouvé le sourire et que ça leur a fait du bien. Mais je voulais te poser une question, Greg. Est-ce que comme Viviani la semaine dernière, enfin, quand ton staff ou le coureur, hein, je ne sais pas qui a pris cette décision, mais décide de zapper une grande classique World Tour, alors que Desmar c'est quand même un très grand coureur, hein, il l'a montré à nombre de reprises, il a gagné Milan-San Remo, mais quand tu décides sciemment, toi ou le staff, de redescendre sur une point 1, est-ce que la victoire elle est obligatoire et c'est ça ou rien d'autre? Sinon, enfin, c'est pas que tu passes pour un con, hein, je veux pas non plus exagérer, mais est-ce que t'as vraiment pas le choix, quoi? Si tu te loupes, là, du coup, tu perds encore plus en termes de confiance et tu t'enfonces un peu plus dans la crise. Oui, tu as raison, mais je pense que c'était tellement important pour Desmar de gagner, d'enfin lever les bras, parce que le début de saison était très compliqué.
que voilà, il l'a fait pour ça. Il doit bien sentir que, enfin, vu le niveau sur les Flandres, enfin, il est très loin, enfin, du niveau des Asgreen, des Ah oui, Van puis Aert, il est meilleur sur Roubaix, je pense que c'est les Monts Flandriens, ça a toujours été un peu plus compliqué. voilà, donc je trouve pas ça étonnant que voilà, il faudrait vraiment un démarre au top de sa forme, dans la forme de sa vie, pour voilà, pour pouvoir rivaliser sur les grandes graisses comme ça, et c'est pas le cas en ce moment. Alors voilà, déjà, ça va faire du bien, je pense, à toute l'équipe. Comme tu l'as dit, c'était un peu la dépression chez tous les fans de la FDJ. Donc à suivre pour le reste de la saison, évidemment, pour voir ce qu'il va faire par la suite. Je ne sais pas quel sera. Est-ce que déjà il a un calendrier défini? Pas sûr. Bah là, ça va être compliqué parce qu'il y a des épreuves qui vont être annulées. Il y a des classiques là, pendant le mois d'avril, mais il y a le Pays Basque, mais sinon, Voilà, peut-être qu'après il va couper. Enfin, ça fera un peu long, peut-être. Il va essayer de peut-être trouver quelques courses avant le Tour de France pour reprendre le rythme. Mais enfin, voilà, c'est pas étonnant qu'il soit allé plutôt sur cette course plutôt que sur les Flandres. À noter aussi la sixième place de Girmay. Et hmm. puis tiens, puisque Théo est revenu sur les Flandres, moi aussi, enfin, j'aurais voulu aussi parler de Bissegger, qui était, je pense, alors qui est parti très tôt dans l'échappée du matin, qui a été celui qui a le Il plus prend date, hein, résisté. Bissegger, Greg, hein, je pense. Pardon? Il prend date, Bissegger, en faisant Ah ce oui. genre d'échappée matinale et en faisant des efforts. Voilà, et seulement 22 ans, et je pense que lui aussi est parti des coureurs à suivre. Alors pour finir, bah, je voudrais avoir un mot avec vous sur la victoire d'Alejandro Valverde. On l'a tous un peu enterré, pardon, je l'avoue, moi très humblement, je pensais qu'il était fini. Et finalement, depuis le Tour de Catalogne, on a l'impression qu'il renaît un peu. Vous avez regardé comme moi hier le Grand Prix Miguel Indurain qu'il a remporté. Et il a été assez impressionnant dans le final, hein. Il a pris des risques. À un moment, quand il était avec Luis Leon Sanchez, on pensait qu'il se ferait rattraper par Lutsenko. Il a remis une petite cartouche pour laisser le Kazakh derrière. Et finalement, il s'est imposé vraiment en costaud sur une course où le plateau était relevé, hein. C'était pas la point habituelle espagnole où il y a Movistar et puis que des Conti Pro ou des Conti, quoi, Théo. C'était vraiment une course où ouais, fallait y aller pour gagner, quoi. Ouais, c'est le retour du grand Valverde alors qu'il traînait sa misère pendant ben, ça fait depuis son titre de champion du monde. Oui, parce qu'au final, avec le maillot arc-en-ciel, il s'est imposé une fois, c'est sur la Vuelta, je crois. Je crois, ouais. Après, Nopik, donc Daniel qui participe à l'émission et qui est aussi présent sur le forum, disait que Valverde avait dit qu'il n'avait pas pu s'entraîner correctement pendant le confinement l'an dernier et qu'il avait mis beaucoup de temps à retrouver la forme parce que voilà, il est un peu plus vieux, c'est un peu plus compliqué. Et d'autres personnes ont dit qu'il avait perdu du poids récemment après un stage perso. Puis il faut rappeler que c'est un Donc, coureur qui coupe jamais d'habitude, hein. Du coup, qui. ouais, Ouais. il est en forme en permanence, quoi. Et d'ailleurs, à chaque fois, en début de saison, on se disait, ah bah, est-ce que c'est la saison de Valverde? Et au moment où tous les coureurs arrivent un peu en forme, ils redescendaient toujours un petit peu avant de remonter à la Vuelta. Je ne saurais pas dire si ça me fait plaisir ou pas, mais en tout cas, dans une ère où on voit des jeunes arriver de plus en plus, au moins on a un coureur qui est vieux et qui fait de la résistance. Donc voilà. Bravo à lui, il est toujours motivé à 40 ans de mener une vie de sportif de haut niveau. Après, c'est Valverde, il ne faut jamais oublier son histoire Et son passé, ouais. et son passé, quoi, C'est trouble. quelqu'un qui battait Armstrong au sprint dans les années 2000 sur le Tour de France. Voilà. Voilà, pour remettre les choses dans le contexte. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais on va finir avec le Tour du Pays Basque, les Juste pour gars. dire aussi Ouais, la vas-y, deuxième Greg. place de Lutsenko, qui était aussi un coureur un peu en galère depuis le début de saison. Car il était, alors qu'il nous avait habitués à être notamment sur le Tour, enfin début de saison, à gagner et à être très dur à battre. C'est vrai que là, pour le coup, il a eu des petits soucis. Il a été opéré, je crois, il y a quelques semaines. Donc mais il a vraiment eu un début de saison galère. Et pour le coup, le voir deuxième, c'est aussi une petite surprise. D'ailleurs, ce que tu dis me permet pardon, de parler d'Astana. Les gars, mais d'habitude, Astana, en début de saison, il marche sur l'eau, mais là, c'est catastrophique. Il n'y a pas un seul succès depuis le début de l'année. On a l'impression que les leaders n'arrivent pas du tout à se hisser au niveau. Est-ce que ça vous surprend vraiment ce début d'année de la formation kazakh, Théo? Oui, ça me surprend parce que d'habitude, c'est des coureurs qui sont plutôt en forme en début de saison. Après, je sais que régulièrement dans cette équipe, il y a des problèmes de budget, des coureurs qui sont pas payés ou payés en retard.
Peut-être que tout ça joue un peu sur la dynamique collective. Après, il y a une course où généralement ils ont un coureur qui est plutôt bon. C'est le Tour du Pays Basque, où, vu qu'elle n'a pas eu lieu l'an dernier, Yann Izagirre est le dernier vainqueur. Peut-être qu'ils arriveront à trouver l'ouverture et gagner pour la première fois cette année sur le Pays Basque. Mais bon, vu le plateau, c'est pas forcément certain qu'ils y arrivent. Alors le Pays-Bas, justement, ça va être notre mot de la fin. Il y a un parcours qui est absolument magnifique, encore une fois, hein, des paysages splendides, des petites routes piégeuses, des montées et des descentes qui, qui s'enchaînent et un plateau phénoménal. Théo, tu l'as un peu dit, on va retrouver Roglic, on va retrouver Pogacar, je crois qu'Adam Yates aussi est annoncé au départ. Vous avez cité les Astana. Et est-ce que ça vous plaît au final de voir ce plateau de malade avec un concours de watts à venir, ou est-ce que ça finalement vous laisse un peu de marbre de voir les gros s'expliquer? Enfin, j'ai un peu peur que ça fasse, voilà, que la course soit un peu cadenassée. On a vu, enfin, autour de Catalogne, c'était pas non plus la course la plus passionnante. Alors à voir là, il y aura quand même de la concurrence face aux Ineos. Hein, je pense que là, ils pourront pas faire podium, ils pourront pas squatter le podium. Donc évidemment, on regardera avec intérêt, mais je suis pas sûr. Enfin, j'espère me tromper, mais est-ce que ça va bagarre? Enfin voilà, j'imagine pas une bagarre partir de loin. Je pense que ça va être des duels dans les Il faudra voir derniers les conditions kilomètres. climatiques aussi, quoi. Voilà aussi, parce que ça peut être aussi, C'est oui, toujours un s'il pleut facteur dans le Pays évidemment, Basque. vu les cols basques et les descentes, si jamais les routes sont humides, ça, il peut y avoir du dégât. Donc à suivre, oui, cette course. Alors, c'est vrai que le plateau est terrible, hein, que Pogacar, Roglic, Adam Yates, tu l'as dit. Euh, donc il y a Gaudu côté français. Donc évidemment, on va suivre ça. Mais est-ce qu'on aura du beau spectacle? Ça, j'en suis pas sûr. Alors messieurs, pour conclure, justement, je vais vous demander votre podium de ce Tour du Pays Basque. Qui voyez-vous dans les trois premiers? Qui commence? Si tu veux, je commence. Je vois Pogacar gagner devant Roglic. Et bon, je pense qu'il n'y a pas de troisième Slovène qui peut aller sur le podium. Et du coup, je vais dire Adam Yates, toujours très costaud sur les courses d'une semaine, dans cet ordre-là. Bon, Et toi, ben moi Greg? je vais tenter de dire presque le même podium, mais j'ai envie de placer Carapaz aussi sur le podium, derrière les deux Slovènes. Eh ben, moi, je vais faire un pari un peu bizarre. Je vais dire victoire de Carapaz devant Sergio Higuita et puis allez, ouais, Roglic. Ouais. À suivre à Guita, je crois que c'est sa reprise, non? Il a pas déjà couru? Attends, je regarde parce que je voudrais pas dire de bêtises et j'ai sa Ah non, fiche non, sous les yeux. il a Il a déjà fait couru, ouais. Tirreno et Non, il a lui. couru, ouais. Non, non, il a couru, pardon. Et il y aura aussi Marc Hirschi sur la course, Ouais, qui va pas grosse jouer le équipe UAE hein, général, parce qu'on retrouve mais ouais. aussi Rafal Maïka, il y aura Diego Ulissi et McNulty, McNulty. Il y aura un gros collectif. Eh bien, messieurs, sur ces belles paroles, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Puis ben, on se retrouve dimanche prochain pour débriefer ce tour du Pays Basque et malheureusement pas de Paris-Roubaix, puisque notre charmante préfecture du Nord a décidé que ça valait pas la peine d'organiser la course et qu'elle allait reporter le 3 octobre et, prochain. Au revoir. et bientôt il y aura l'émission avec Patrick Chassé aussi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Bonsoir tout le monde. Salut!